on va aller un peu plus dans un détail très précis, mais qui est le noyau de tout, qui est l'équilibre acido-basique. C'est un sujet duquel on parle beaucoup. Il y a plein de bouquins, de listes, de photos qui circulent sur Internet, qui vous classent les aliments. Tel aliment c'est comme ça, tel aliment c'est comme ça, tel aliment que c'est comme ça. Vous allez voir, c'est beaucoup plus simple que ça. Parce que si on essaye de le faire avec les listes, c'est pas possible. Donc, on va y aller. Alors, pour vous expliquer l'équilibre acido-basique, on va aller voir certains petits trucs en détail avant pour que vous puissiez comprendre. La cellule, on a brièvement parlé la dernière fois. L'homme est constitué que de ça. Il y en a 300 différentes sortes, à peu près, dans le corps. Et il y en a 100 billions de cellules. Bon, vous trouvez un peu tout et n'importe quoi. En tout cas, c'est vraiment beaucoup. Le corps renouvelle ses cellules perpétuellement. Quand on dit qu'un os abîmé, c'est foutu, c'est pas vrai. Un os se répare. De l'ostéoporose, c'est réversible. Donc vous allez comprendre comment. Je vais vous expliquer ça. C'est juste que ça prend un peu de temps. Parce que l'os, il met 10 ans à se renouveler. C'est plus rapide pour les cellules des intestins, c'est 2 jours. C'est vraiment une très très bonne nouvelle. Parce que pour les gens qui ont des problèmes des intestins, et qui ont la paroi abîmée et tout ça, mais sachez que ça se répare très très rapidement si vous faites les bonnes choses. Pour d'autres, c'est un peu plus long, voilà, c'est très variable. Donc, en 10 à 12 ans, votre corps est renouvelé. Tout neuf. Donc, ça prend un certain temps. Je ne vous cache pas que les tendons, c'est un peu plus proche des os, ça prend très longtemps aussi. Mais tout ça est renouvelable. Jusqu'à l'âge très avancé. C'est pas que pour les jeunes, ça. Alors, la cellule, c'est une symbiose. C'est une symbiose entre nous et un intrus. Cet intrus-là, elle s'appelle mitochondrie et elle habite chaque cellule vivante. Nous, les animaux, voilà. C'est une collaboration. Nous, on est leur hôte. Sans nous, ils ne peuvent pas vivre. Et eux, ils font le travail pour nous. C'est-à-dire, ils sont là pour créer l'énergie de notre corps. La cellule toute seule ne sait pas faire ça. Cette cellule-là, elle est complètement autonome. Elle a besoin de rien à part de charbon, enfin de nourriture, pour survivre. Elle fonctionne comme une centrale électrique. C'est-à-dire, vous mettez quelque chose à brûler dedans, ça brûle, ça donne de l'énergie, et de l'autre côté, ça donne des déchets. CO2. Elle a donc besoin de combustible. Le combustible, c'est ce que nous mangeons. On a vu ça plus en détail la dernière fois. Il y a donc du bon combustible, il y a du mauvais combustible. Il y a du combustible normal, celui qui brûle, qui laisse des cendres et du CO2. Après, vous avez des combustibles très bien, le vent et l'eau, renouvelables, ça ne laisse aucune trace. Et puis après, vous avez l'uranium. Celui qui, après, votre corps doit enfouir très profondément comme un déchet toxique parce qu'il ne sait pas trop quoi faire avec. La vie de la cellule, elle se résume, en gros, qu'à ça. D'accord ? Elle échange des ions positifs et négatifs. Ça régule le pH. Alors, à l'intérieur, là, tout ce que vous voyez qui est bleu, là, c'est de l'eau. Il y a donc une eau intracellulaire. Et il y a une eau extracellulaire. La paroi de la cellule, elle est perméable. Donc à travers cette paroi de la cellule, il y a des échanges qui ont lieu. Donc il y a des choses qui entrent et il y a des choses qui sortent. Les glucides, après les CO2, donc tout ça, ça passe là. Et tout ça, c'est qu'une base chimique. Moi, je ne suis pas chimiste. En fait, j'ai eu un prof en plus qui était nul, mais nul en chimie. Et je pense qu'il aurait vraiment pu faire naître une passion en moi s'il avait été bon, mais il est arrêté. Enfin, voilà. Je cherche toujours un bon prof de chimie qui peut m'expliquer des trucs parce que je trouve ça, mais passionnant. Et plus on rentre dans le détail, plus on comprend et plus on se rend compte à quel point c'est simple. Alors, la cellule,
est un écosystème autonome qui sait réguler le pH tout seul. C'est une bonne nouvelle. Donc notre corps, il survit tout seul, on n'a pas besoin de lui apprendre quoi que ce soit. Il va faire ça à notre place, mais pas n'importe comment. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, il y a d'ailleurs des prix Nobel qui ont été faits là-dessus. C'est pas si longtemps que ça, c'est 2002, sur la découverte de l'équilibre acido-basique et du pH du corps. Je vais vous expliquer ce que les acides et les bases font dans le corps. On est quand même dans un sujet qui s'appelle l'équilibre acido-basique. Donc il n'y a jamais une quelconque valeur ou un jugement sur acide ou base. Les deux sont aussi importants l'un que l'autre. Il n'y a pas de il faut plus de base ou plus d'acide ou l'un il faut favoriser l'un ou l'autre. Non. L'essence, c'est l'équilibre. Donc, l'acide, l'acide est quelque chose de faible, quelque chose de mou. La base est quelque chose de fort et d'actif. Donc, l'acide, yin, donc, c'est quelque chose qui ralentit le corps. Elle va ralentir dans les deux sens du terme. Ralentir pour calmer ou ralentir pour flegmatique. Pas trop envie là. Pas me rêver. Ça, c'est du trop yin. Le yin va donc ralentir la communication intracellulaire. Des fois, c'est une bonne chose. Quand vous avez les super allumés, là, les super stressés, ils sont tout le temps en train un peu comment? Un peu de yin, ça leur fait du bien parce que ça les calme. Alors, le yin, ou l'acide, c'est la chronicité. C'est ce qui vous crève tout doucement à petit feu. Ce sont des états d'excitation et de stress, mais c'est pas ce qui se passe à l'intérieur du corps. C'est pas cette animation extérieure comme je viens de vous la montrer, ça c'est la partie yang. C'est le stress interne qui vous range, qui finalement fait que jamais il y a du calme. Quand on a un trop de yin, c'est une mort par acide. Donc une acide, vous voyez ce que ça fait si vous mettez une goutte d'acide sur votre main. Bon, ça fait mal, ça creuse un trou. Mais ça s'arrête là. C'est pas très puissant, une acide. Ça fait un dégât, mais ça suffit pas de vous tuer. Donc, si vous mettez beaucoup d'acide, si vous mettez un peu d'acide, ça va, mais si vous en mettez beaucoup, il y a un moment donné où vous en mourrez, ça c'est sûr. Il va finir par dissoudre votre corps. Mais souvent, ça se dissout de l'intérieur. Donc c'est progressif, long, chronique, chiant, dur, et voilà, sur la durée. Alors, la base, c'est le contraire. La base, elle accélère. Elle va accélérer le mouvement. Donc en fait, quand vous avez un ado, qui est un peu là, dans son mode 1, alors lui, il a besoin d'ayant. C'est pour accélérer un peu le mouvement, question que ça bouge un tout petit peu plus à l'intérieur. La base, elle est dangereuse. Les venins les plus dangereux et les plus mortels qui existent sur Terre sont des bases. Ce ne sont pas des acides. C'est-à-dire, quand vous avez un animal très venimeux qui vous pique, qui vous mord, il va injecter, souvent c'est des petits animaux, ce ne sont pas des gros. Donc ce sont des petits crapauds, des petites araignées, des petits scorpions. Ils vont injecter donc un venin à l'intérieur de votre corps. Et c'est quoi? C'est une goutte, 2, 3, c'est pas énormément. Mais ça va suffire pour faire une surréaction dans le corps. Ça va accélérer le mouvement et la transmission électrique. Et ça, des fois, ça est tellement fort et ça accélère tellement rapidement que vous faites comme une crise d'épilepsie et après c'est fini. Le corps a pris un court-circuit. Ça a trop accéléré, ça a créé tous les synapses et c'est fini. Donc, le yang est puissant, il en faut très peu, il est rapide. Alors, les acides et les bases, c'est les yin et les yang, on a vu. En gros, c'est la ratio sodium-potassium dans le corps. Vous avez tous entendu parler. Il se peut que ça m'arrive de dire kalium-natrium, parce qu'en fait, dans tous les autres pays du monde, on dit ça comme ça. Donc, j'essaie de penser de dire sodium et potassium.
Qui a dernièrement eu les conseils qu'il faut prendre plein de choses riches en potassium? Non? Ça circule aussi sur Internet, il y a des trucs. Les bananes sont très riches en potassium, donc il faut les prendre. Ouais. Mais il ne faut pas prendre des choses qui sont riches en l'un ou en l'autre. Il faut surtout que ce soit équilibré. D'accord? Donc, les acides, en gros. Alors, le pH, on va commencer différemment. Le pH, c'est une unité de mesure de quantité d'électrons positifs, de ions positifs ou négatifs. Et comme ça, on les met dans le pH acide, c'est des pH de 0 à 7, et le pH de 7 à 14, c'est un pH basique. Donc 7, c'est neutre. La plupart des aliments sont acides. Le corps est plutôt basique. Donc les deux, ça fait un joli équilibre. Parce que les équilibres, vous allez voir, il est à 7, et plus précisément 7,4, mais le corps, il cherche l'équilibre. Voilà. Les tableaux que vous trouvez, souvent, ils sont erronés. Parce qu'il y a les aliments qui sont acides tout court, qui sont basiques tout court, et il y en a des qui créent des bases dans le corps. C'est subtil, mais c'est important. Parce que, comme le corps il cherche toujours l'équilibre, on va voir ça, quand il y a quelque chose de trop acide et qui rentre dans le corps, le corps il va produire beaucoup de bases. Et là, du coup, on va se dire, ah ouais, non, mais vous regardez, on le mange ça, il y a plein de bases. Donc le truc, il est basique. Non. Le pH ne se mesure pas par rapport à la réaction, ce que ça fait dans le corps. Le pH se mesure avec un procédé chimique assez poussé dans lequel on enlève tout l'eau, parce que sinon on mesure le pH de l'eau, ou on le réduit en cendres, et puis après, voilà. C'est un peu plus compliqué que ça. Et quand vous prenez 2 livres, hein, avec des tableaux acides et des bases, vous avez tout et n'importe quoi. Et la plupart du temps, et ça j'adore, le citron, il est classé comme basique. Et on dit toujours, ouais, mais en fait, le matin, il faut prendre un jus de citron dans l'eau. Eh bien non, il ne faut pas faire ça. Ah non, vraiment pas du tout, parce que c'est vraiment mais acide. Et là, c'est bam, l'acide direct depuis le matin dans le ventre. Et même si le citron peut avoir des effets bénéfiques sur le corps, je ne nie pas ça. Voilà. Alors, le pH du sang. Le pH du sang, il est à 7,45 points bas. Il bouge, on meurt. Et ça, de pas beaucoup. À 6,9, c'est le coma, suivi de la mort s'il descend. À 7,7, c'est des spasmes qui sont tellement forts qu'on va en mourir. Donc, la marche est très très faible. Le sang doit rester stable à 7,4. C'est le seul but du corps. Parce que lui, n'oubliez pas, il est une lysine chimique et rien d'autre. Donc, et comme lui, il veut continuer à survivre, il fait tout pour remettre ça en équilibre. Et ça, c'est l'équilibre acido-basique. Alors, si le pH est bien, la personne est bien. Il n'y a pas de fatigue, il n'y a pas de stress, il y a du calme, il y a la plupart du temps la santé. S'il y a trop d'acide qui rentre, le corps doit équilibrer ça. C'est bien, il est fait pour. Mais si vous dépassez la capacité du corps au quotidien à équilibrer, il va taper dans ses réserves. Et ça, c'est au détriment de lui-même, au détriment du corps. Ou sinon, il y a une deuxième variante, souvent c'est les deux combinés, il va se mettre dans un état dans lequel il va essayer de rentrer plus d'oxygène dans le corps pour équilibrer ça. Donc il va se mettre dans un état d'hyperventilation pour rentrer plus d'oxygène et plus rapidement. C'est pas vraiment hyper efficace, mais c'est sa façon de faire. Donc on se retrouve avec une respiration courte, donc de stress, et jamais de calme. Alors,
Le corps est constitué de plein de différents milieux. Donc le sang, c'est 7,4, c'est le plus important. Si vraiment vous avez un très grand pépin et vous êtes trop fatigué, vous tombez dans les pommes et tout ça, qu'est-ce qu'on vous donne? Ou sinon, imaginons que ce soit un peu plus grave, vous soyez à l'hôpital et on vous met une perfusion. Qu'est-ce qu'il y a dans la perfusion? De l'eau salée. De l'eau salée? Ouais. Il y a juste de l'eau salée dedans. Non, c'est pas de l'eau sérum-fi, quoi. Enfin, de l'eau... salée, quoi. Juste de l'eau salée. D'accord. Et ça va se mélanger avec le sang et ça va rééquilibrer le pH du sang. Par voie extrêmement mécanique directement dedans, mais parce que votre corps, avant, par un quelconque événement, est sorti de ce déséquilibre-là. Alors, là, on va aller petit à petit. Hein. Donc, là, je demande toute votre attention parce que c'est un tout petit peu complexe. D'accord? Donc, ce qu'on veut voir, c'est ça. C'est ce que vous êtes venu apprendre. Ok? Le pH du sang est à 7,4 et la cellule, il est à peu près à 7,1. Alors, partant de là, alimentation, le sang est à 7,4 et la cellule, qui sait échanger des ions. C'est son boulot. Donc, ça, c'est une merveille de l'évolution. C'est incroyable. La vie est basée là-dessus. Je pense que vous avez compris. Donc, quel aliment est le plus yin? Le vinaigre. Le vinaigre, il y a plein de différents types de vinaigre. Hein, et là, c'est du vinaigre de... là, c'est un vinaigre vinaigré avec du vin. C'est pas un vinaigre qui est fait par lactofermentation. Là, c'est alors vinaigre et tout ce qui est fast food. J'ai mis fast food parce que c'est court. Hein, c'est toute l'alimentation raffinée, ultra travaillée, ultra transformée. Après, les solanacées. Qui sait ce que c'est? Les tomates. Oui, la tomate. Est-ce que vous connaissez d'autres solanacées? Les pommes de terre. Les aubergines. Il y en a d'autres. Mais c'est les plus importants. Les asperges en font partie aussi. Enfin, les asperges sont dans la même catégorie de pH. Alors, pourquoi les solanacées? Ce sont des légumes, enfin des plantes qui sont quasiment dépourvues de base dans leurs fruits. Parce que la base, elle est dans la feuille. Pour les pommes de terre, vous ne pouvez pas manger les feuilles. Les feuilles sont toxiques. Elle est toxique, la feuille. Elle est toxique. Mais toute la base est dans la feuille et toute l'acide est dans le fruit. La feuille des tomates aussi, d'ailleurs. Oui. Est toxique. C'est ça. Donc, pour le fruit, il reste que les acides. Donc nous, quand on mange ça, on mange que des acides. Tout ça, ce sont des choses qui poussent vite. Et en grosse quantité. La pomme de terre, vous en plantez une, vous en récoltez plein. Après, les fruits. Ah, les fruits, il faut en manger parce que c'est tellement basique. Hein. Ah, les fruits, ça apporte plein de bases au corps. Pas du tout. Les fruits, c'est un pH de 3. Et il y en a des qui sont mieux, il y en a des qui sont moins bien. Plus ce sont des baies, plus le fruit est petit, plus il est yang. D'accord? La bière, le vin, les alcools. C'est un peu différent pour les alcools avec beaucoup de pourcentages qui sont amers, qui sont basiques. Mais les alcools qu'on boit, le champagne, le vodka, tout ça, vous êtes dans les pH assez basses. Après, là on rentre dans les choses qui sont mieux pour la santé. Alors là, ça ce sont les choses qu'il faut éviter le plus. Vous allez voir que quasiment toute la nourriture est acide. Donc si la nature l'a conçu comme ça, c'est que c'est bien comme ça. C'est que ça doit être comme ça. Parce que le corps est très basique, donc il a besoin de ça pour s'équilibrer. Donc vous allez voir que là les légumes, ça se répète souvent, parce que les légumes finalement, ça couvre les pH de 4 à 6. Mais il y en a plein de différents. Donc les légumes, ça commence à partir de 4. Ce n'est pas important de savoir lesquels sont meilleurs ou pas bien. Voilà, vous savez que là, les solanacées, aubergines, tomates, patates et tout ça, ça c'est pas top, asperges. Mais les autres, c'est bon. Vous êtes déjà dans un pH qui est correct. Ok? Hop.
Là, on est déjà bien. Là, on est déjà dans le top du top de l'alimentation. Les légumes à feuilles. Vert foncé, s'il vous plaît. Hein. Parce que les verts clairs, la salade d'iceberg et tout ça, hein, ça va plutôt être là. Hein. Et les céréales. La meilleure céréale pour l'homme, c'est le sarrasin. On va voir tout à l'heure pourquoi. Le riz est très bien aussi. Et là, on va aller dans le neutre. Alors, après, c'est la lactofermentation et les herbes. Toutes les herbes vertes. Le persil, la coriandre, le thym, le romarin, la majorlaine, la livèche, tout ça. Ça, ce sont des aliments qui ont beaucoup un pH très élevé. Est-ce qu'on mange beaucoup de ces aliments-là? Non. Mais non. Mais parce qu'il n'y en a pas besoin de beaucoup. Parce que la base, parce que le yang, c'est quelque chose de très fort. Donc on n'a pas besoin de manger des quantités. Par contre, ici, vous avez besoin de manger des quantités pour avoir un équilibre. Sur le prochain diapo, ce sera un peu mieux expliqué. Avec quoi est-ce qu'on fait de la lactofermentation, contrairement à la fermentation qui est faite avec le lait? Comment est-ce qu'on lactofermente quelque chose? Avec? Du sel. Avec du sel. Parce qu'il n'y a quasiment pas plus yang que le sel. On fermente avec du sel. Et le sel, il va se dissoudre dans l'eau et il va faire que il y aura des échanges qui vont se faire et donc tout le légume que vous allez mettre dans cette eau salée va se basifier. Ça prend un peu de temps, hein, ça prend 1 mois, 2 mois. Et puis après, une fois que la réaction chimique est finie, ben vous avez un légume, n'importe lequel, qui est excellent pour la santé. Mais on en mange en petite quantité. Donc, avec tout ça, et en fait qu'avec ça, vous équilibrez tout ça. Donc vous voyez, il y a beaucoup plus de choses qui sont dans l'acide et beaucoup moins qui sont dans le ici. Après, donc, imaginons donc que vous avez mangé tout ça. Ok? Donc, une fois que vous avez mis ça dans votre bouche, que vous l'avez mangé, que vous l'avez, que c'est en train de digérer, tout ça, ça va partir dans votre système sanguin. Donc, ce qui va arriver dans votre système sanguin, ce sont les acides. Ok? Donc, le sang qui doit être à 7,4, et il s'est dit, mince, équilibre. Donc, comment est-ce que se fait l'équilibre? Naturellement, logiquement, le corps est fait pour. Il a les sucs digestifs. Les sucs digestifs, voilà, ils vont venir par les cellules digestives qui les produisent, le foie, le duodénum, le pancréas. D'accord? Tous ces sucs digestifs qui sont très alcalins. La bile est un pH de 9. Elle va arriver et venir combler pour finalement finir pour avoir un pH de 7,4. Là où ça se corse, c'est que c'est notre alimentation moderne. Notre alimentation moderne est devenue beaucoup, beaucoup trop acide. C'est-à-dire ça, on n'en prend plus du tout assez. La viande, oui. Mais la viande, c'est comme le lait, un faux ami. La viande, ça a un pH très élevé, mais par contre, sa digestion est tellement toxique pour le corps qu'il va s'acidifier avec ça. Je vais vous expliquer comment. Donc, une fois qu'ici, vous avez dépassé les bases, parce que déjà le petit déjeuner, alors soyons faux, vous l'avez commencé avec un petit jus de citron parce qu'on vous a dit que c'était bon. Après, vous avez votre petit café parce que vous aimez bien votre petit café. Mais vous le préférez encore avec du sucre parce que le sucre, il est là aussi. Hein. Donc, et comme on vous a dit que c'est très très important le matin de manger un fruit, donc vous rajoutez un kiwi et un jus d'orange. Et après, quand vous ne voulez pas trop prendre du poids, vous allez prendre un petit vasa, enfin une petite cracotte. Là aussi, bon, c'est peut-être un peu plus là, mais bon, c'est quand même assez industrialisé. Et vous mangez ça avec une margarine et une confiture sans sucre. Voilà. Donc vous avez commencé votre journée comme ça, mais avec un petit déjeuner très sain, très light, et voilà. Et a priori bon pour la santé. Et idéalement, vous l'avez rajouté un petit yaourt froid et un produit laitier. Ça, on va voir ça la prochaine fois. Donc, vous avez très bien mangé et à midi, vous rajoutez une petite spaghetti avec la sauce tomate, avec une petite salade avec du vinaigre et du balsamique, avec un petit verre de vin
Et le soir, allez, le soir, c'est la fête, on va chez McDo. Parce que toute la journée, vous avez fait vachement attention, donc le soir, vous pouvez faire un petit écart. Enfin, sur le principe, c'est juste, mais non. Donc là, le soir, vous arrivez, et là, votre corps, les bases sont dépassées. Il n'en a plus de réserve. Il a tout mis ce qu'il peut produire au quotidien pour équilibrer. C'est ce que vous avez fait le matin et le midi. J'ai oublié le Mars de 4 heures. Bon. Donc, qu'est-ce que votre corps il va faire maintenant? Il va risquer que le pH se dégrade? Ben non. Il va aller taper dans les réserves. C'est où les réserves? C'est le calcium osseux tendineux. Il y en a aussi un peu dans les muscles. Hein. Donc le corps, il va donc dire mince, on n'a plus assez de base. Ah les gars, il va falloir chercher dans les réserves. Donc il va piocher dans les os. Il va en extraire quelques molécules de calcium pour les mettre dans la circulation. Et dans cette circulation-là, qu'est-ce qui va se passer? Tout ce grand molécule de calcium, c'est un gros truc, hein. C'est pas qu'un molécule avec deux trucs, c'est quelque chose d'assez complexe. Et là-dessus, il va piocher quelques ions. Et rien de plus. Tout le reste du calcium, ça va rester. Donc il va piocher juste quelques ions pour équilibrer le pH. Bon. Oh. Sauvé, ça c'est bien. pH est rétabli. Mais maintenant, il y a quoi? Maintenant, il y a une espèce de bout de calcium qui flotte dans la circulation sanguine. Mais c'est plus un vrai calcium, parce qu'il manque des choses. Donc on va plus le prendre pour le remettre dans l'os. Il est sorti du circuit. Donc, maintenant je me trouve avec trop de calcium dans le sang. Qu'est-ce qui se passe quand on a trop de calcium dans le sang? Il faut bien que le corps le sorte par quelque part. Alors, il y a plusieurs voies de sortie. Il y a une voie de sortie qui est classique, c'est par les urines. Alors l'urine doit être acide. Mais beaucoup de gens, ils aiment bien équilibrer leur pH et puis après ils prennent une de ces bandelettes qu'on va tester tout à l'heure, ils font pipi dessus et ils se disent waouh, c'est basique. Ah bah oui, vous avez pissé tout le calcium quoi. Donc l'urine doit être acide, il doit excréter les acides que vous avez en trop et pas les bases que vous perdez. Donc tous ces calciums-là, donc, que vous sortez par les urines, il est passé par les reins. Les reins, j'ai déjà expliqué la dernière fois, les reins, c'est une éponge très très fin, avec des micro-trous. Et quand vous faites passer beaucoup de molécules de calcium dedans, bah, il y a un moment donné où tous ces trous vont se boucher. Et puis après, ils vont former des petites billes. On appelle ça des rénaux. Mais la même chose, vous pouvez avoir ça dans la vésicule biliaire. Ça s'appelle un calcul biliaire. Les calculs. Ouais. Et puis après, vous pouvez avoir ça aussi ailleurs, parce qu'il y a du calcium quelque part. Donc des fois, le corps il est hyper futé, il va le ranger. Parce que le corps, il est quand même... il aime bien l'ordre à l'intérieur. Donc, il va prendre le calcium, il va le ranger là où il l'a pris. Il va le ranger avec l'os. Donc comme il ne peut plus le mettre dans l'os, il va le mettre sur l'os. Comment est-ce qu'on appelle ça? Une calcification. Un bec de perroquet. Une épine calcanéenne, un tendon calcifié. Voilà. Ou sinon, si en plus vous avez une mauvaise alimentation, et vous avez un peu de gras qui traîne dans votre sang et tout ça, ça va se mêler avec les molécules de calcium et le gras, et puis après ça va faire des dépôts. Et on appelle ça comment? Ça va sur les artères. On appelle ça de l'artériosclérose. Oui. Donc le corps se calcifie, se raidit avec quelque chose qui devrait être dans l'os. Mais du coup, votre os, mais lui, il ressemble à une passoire à un moment donné. Donc, vous avez donc... Alors là, c'est jackpot. C'est ostéoporose et calcification. Et tout ça uniquement parce que votre corps a essayé de survivre. Et nombre de personnes qui ont ça, c'est juste incroyable. Hein. L'arthrose et tout ça, c'est un peu la même chose. Hein. Ou quand vous avez les articulations qui grincent ou qui sont plus très souples. Ce sont tous ces acidifications du corps. Ouais, ça, je dirais ça après. Alors encore un autre truc. Un sujet que j'aime beaucoup.
Parce qu'après, j'ai des gens qui viennent dans mon cabinet et je me dis « Oh ouais, mais en fait, je pense que je suis en manque de magnésium, je suis un peu fatiguée et j'ai des crampes. » Les deux sont des signes d'acidification, mais bon. Donc, ils vont prendre du magnésium. Et des fois, mais ça marche pas. Mais pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'ils n'ont pas un problème de magnésium. Ils ont un problème de magnésium apparent, mais pas un vrai problème de magnésium. Parce qu'en fait, le corps a, comme le pH du sang, une valeur fixe de relation entre magnésium et calcium. C'est de 2 à 1. Si maintenant, vous avez perpétuellement trop de calcium dans votre sang, parce que votre corps a pioché dans les réserves, vous allez vous retrouver avec un 3A1 ou un 4A1. Et vous allez avoir l'apparence d'un manque de magnésium. Mais ce n'est pas un manque de magnésium. C'est un trop de calcium. Et c'est pour ça que prendre du magnésium ne va pas forcément vous aider à quelque chose. Ça va masquer un peu le problème, mais ça enlève pas l'acidification du corps. Ça va pallier un petit peu, mais ça va jamais réellement marcher. Ajouter qui influe énormément aussi sur l'équilibre acido-basique. Et ça, on les oublie, et pourtant, ils rythment toute notre vie aujourd'hui. C'est le stress et la sécrétion d'adrénaline qui s'ensuit. Ça, c'est très acidifiant. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire ça. Il faut s'oxygéner, prendre du temps, se reposer et méditer. Tous des trucs qu'on fait très régulièrement, pour lesquels on a du temps. Des fois, on a déjà de la chance, on peut méditer un peu dans le métro hyper bondé, comme ça. Il faut se prendre du temps pour reposer le corps.